Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous parcourons ensemble le polycopier du chapitre Q1, modèle quantique de l'atome. Dans ce chapitre, nous verrons comment la mécanique quantique permet de décrire les électrons de l'atome d'un point de vue probabiliste et énergétique. En particulier, dans le cas de l'atome d'hydrogène, les équations de la mécanique quantique ont été résolues de façon exacte et ont permis de donner un modèle dans lequel on connaît les énergies des différentes orbitales de l'atome d'hydrogène et on connaît également leur représentation dans l'espace. Et puis nous verrons que, à partir de ce résultat sur l'atome d'hydrogène, on peut étendre aux atomes polyélectroniques les résultats trouvés pour l'hydrogène en faisant un certain nombre d'approximations. Commençons par le grand 1, description probabiliste, et commençons par présenter le principe d'incertitude d'Heisenberg. En 1926, Heisenberg énonce une inégalité très connue, où il dit qu'il est impossible de connaître parfaitement la position d'une particule et sa quantité de mouvement parfaitement aussi. L'inégalité est celle-ci. Si delta P est l'incertitude sur la quantité de mouvement de la particule, et delta R l'incertitude sur sa position, alors delta P fois delta R est toujours supérieur ou égal à H sur 2pi, avec H la constante de Planck, qui a cette valeur-là. Comme P est égal à M fois V, on peut aussi écrire cette inégalité M fois delta V fois delta R supérieur à H sur 2pi. Cette inégalité bouscule notre vision du monde quantique, puisque s'il est impossible de connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule de façon précise, alors on ne peut pas représenter sa trajectoire comme on le fait en mécanique classique, puisqu'une trajectoire nécessite d'avoir une position et une vitesse connues simultanément. Ceci nous donne un critère pour savoir si la mécanique classique ou la mécanique quantique doit être utilisée pour étudier un système. En utilisant l'inégalité d'Heisenberg, en effet, on peut voir si on a une incertitude sur la position ou sur la vitesse qui est compatible avec ce que l'on souhaite étudier. Prenons le cas par exemple d'un skieur qui fait 70 kg, qui se déplace sur un axe X avec une vitesse de 15 mètres par seconde et avec une incertitude sur la vitesse de 1 mètre par seconde. On peut calculer l'incertitude sur la position du skieur avec l'inégalité d'Heisenberg. On voit que selon l'inégalité d'Heisenberg, elle sera forcément supérieure ou égale à H sur 2pi fois M fois l'incertitude sur la vitesse, ce qui nous donne, en faisant l'application numérique, que l'incertitude sur la position du skieur est forcément supérieure ou égale à 1,6 10-36 mètres. On voit ici que l'incertitude sur la position du skieur est dérisoire devant sa taille, puisqu'un skieur, ça fait de l'ordre de grandeur de 1 ou 2 mètres. Donc ici, une incertitude de 1,5 10-36 sur sa position, ça pose pas de problème pour étudier le skieur. Donc la mécanique classique est un modèle adapté dans ce cas. Si par contre, on s'intéresse à l'étude d'un électron qui a une masse de 9,1 10 puissance moins 31 kg et qui se déplace à une vitesse de 2,2 10 puissance 6 mètres par seconde, avec, prenons une incertitude sur la vitesse d'environ 0,1 10 puissance 6 mètres par seconde. Là, quand on calcule l'incertitude sur la position de l'électron, qu'on va noter delta R, avec R la distance entre l'électron et le noyau, selon l'incertitude, l'inégalité d'Heisenberg, eh bien delta R va être supérieur à H sur 2pi fois ME fois delta V. Ici, on trouve en faisant l'application numérique que delta R est supérieur ou égal à 1,9 10-9 mètres. Or, cette incertitude est gigantesque, puisqu'un rayon atomique, c'est de l'ordre de 10-10 mètres. Autrement dit, on a une incertitude sur la position de l'électron qui est 10 fois plus grande que la taille de l'atome. Il est absolument impossible de décrire sa trajectoire autour de l'atome avec la mécanique classique, qui ne sera pas un modèle adapté pour décrire l'électron. Et c'est pour ça que dans ce cas, on utilisera la mécanique quantique. Concrètement, on voit que l'inégalité d'Heisenberg est utile pour pouvoir trancher et décider si on utilise plutôt le modèle classique ou le modèle quantique pour décrire un système. En mécanique quantique, on utilise des fonctions d'onde psi. Une fonction d'onde, c'est une fonction mathématique, qu'on note psi de x, y, z, t, qui caractérise le comportement de l'électron en un point m, x, y, z, à l'instant t, selon les lois de la mécanique quantique. Si on veut donner un sens physique à la fonction d'onde, ce n'est pas vraiment possible avec la fonction d'onde directement. Seul le carré de la fonction d'onde a un sens physique. En effet, psi au carré représente la densité volumique de probabilité de trouver l'électron à un instant t autour du point m, x, y, z. On peut donc écrire que psi carré de x, y, z, t, eh bien c'est la dérivée de la probabilité de trouver l'électron divisé par d taux, où d taux est un petit volume élémentaire autour du point M, x, y, z,
qui serait donc d taux égale dx, dy, dz. On peut aussi appeler cette fonction grand D comme densité volumique de probabilité, qui dépendra de x, y, z et t. On définit également des fonctions d'onde stationnaires, qui dépendent uniquement de x, y, z et plus du temps. En effet, lorsqu'on étudie l'électron d'un atome, on s'intéressera plutôt à une fonction d'onde stationnaire qui décrit la présence de l'électron pour un état stable, c'est-à-dire pour une énergie donnée. Dans ces cas-là, on peut dire qu'elle ne dépend plus du temps, puisque quand un électron a une énergie donnée, sa densité de probabilité de présence est fixée. On peut remarquer que, si on fait l'intégrale sur tout l'espace de la fonction psi au carré, eh bien on doit forcément trouver qu'elle est égale à 1, puisqu'à la fin, on a, dans tout l'espace, 100% de chance de trouver l'électron. En conclusion, il faut retenir que, en mécanique quantique, on décrit le comportement d'un électron qui a une énergie EI par une fonction d'onde stationnaire, psi, qui dépend uniquement de x, y, z, et non pas du temps, et qui est associée à cette énergie. À partir de cette fonction d'onde psi, x, y, z, qui est juste une fonction mathématique, eh bien on peut calculer la densité de probabilité de présence de l'électron, psi, au carré de x, y, z. Concrètement, si on supposait que l'on peut photographier une infinité de fois un atome d'hydrogène dans son état fondamental, c'est-à-dire à une énergie fixée de l'état fondamental, eh bien, on observerait une sorte de nuage, puisque à chaque photographie, eh bien, l'électron aurait fait un petit point, et l'ensemble de ces points formerait une forme dans l'espace. L'intensité du nuage serait donc la représentation visuelle de cette densité de probabilité de présence de l'électron, donc la représentation visuelle de psi carré. Si par exemple ici on imagine un électron qui est à l'état d'énergie E1, donc c'est-à-dire l'état fondamental pour la couche 1, eh bien on obtiendrait une représentation qui serait celle-ci en faisant cette infinité de photos. Si par contre on se mettrait à une autre énergie, E2, eh bien ça nous donnerait une autre forme pour le nuage électronique observé. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment déterminer par le calcul ces fonctions d'onde psi, x, y, z. En 1926, une relation fondamentale de la mécanique quantique a été posée, qu'on a appelée équation de Schrödinger, du nom de son inventeur. Cette équation, qui est une équation différentielle en psi, peut être résolue simplement en exprimant les potentiels physiques qui interviennent dans l'atome, et a permis, dans le cas de l'atome d'hydrogène, une résolution exacte, qui permet de trouver les fonctions d'onde et les énergies de l'atome d'hydrogène. Notre objectif, dans ce chapitre, ne va pas être de présenter cette équation de Schrödinger et de présenter la résolution mathématique qui a amené à trouver les solutions, mais plutôt de discuter de ces solutions et de voir comment ces solutions nous permettent aujourd'hui de décrire de façon quantique les atomes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions, il y en a une infinité. Chaque solution est représentée comme un ensemble d'un couple avec une fonction d'onde qui va donc, quand on la met au carré, représenter la probabilité de présence de l'électron, et une énergie, puisque à chaque énergie que peut prendre l'électron va être associée une fonction d'onde et donc une probabilité de présence particulière. Ce qu'on appelle les orbitales atomiques, et ça c'est une définition importante à retenir, eh bien ce sont les fonctions d'onde stationnaires qui sont les solutions de l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire qui représentent, à des énergies fixées, le comportement des électrons. Chaque orbitale atomique, psi, est donc associée à une énergie EI, qui est souvent exprimée en électronvolts. Et leur sens physique, eh bien c'est que le carré d'une orbitale atomique, psi carré, est la fonction qui décrit la densité de probabilité de présence à un point M, x, y, z, pour un électron qui a l'énergie EI. Si deux orbitales atomiques différentes, qu'on va appeler psi et psi j, sont associées au même niveau d'énergie, alors on dit que ce niveau est dégénéré. Ça, c'est un mot dont il va falloir se souvenir parce qu'on va l'utiliser quand on va décrire des diagrammes. Donc, dans ce cadre, on a vraiment des définitions qui sont très importantes, puisque dans la suite des chapitres, on va manipuler des orbitales atomiques, on va manipuler des énergies, des densités de probabilité de présence et des niveaux qui parfois seront dégénérés. Il faut vraiment bien comprendre et savoir ce que signifient tous ces termes. Grand 2, cas de l'hydrogène et des ions hydrogénoïdes. L'équation de Schrödinger ne peut être résolue rigoureusement que pour un édifice monoélectronique, c'est-à-dire constitué d'un noyau et d'un seul électron à son voisinage.
C'est le cas bien sûr de l'atome d'hydrogène, mais ça peut être aussi le cas d'ions qu'on appelle les ions hydrogénoïdes, c'est-à-dire les ions qui n'ont plus qu'un seul électron. Exemple typique, He+, puisque l'hélium quand il est neutre a 2 électrons, quand il devient chargé plus, comme il en perd un, il n'a plus qu'un seul électron. De la même façon, Li2+, n'a plus qu'un seul électron, Be3+, etc. Dans le cas de ces systèmes très simples, où il y a juste un noyau et un électron, alors l'équation de Schrödinger est résolue de façon rigoureuse et exacte, ce qui permet d'avoir des solutions fondamentales qui vont nous permettre de mieux comprendre comment se comportent les électrons autour d'un noyau. Décrivons maintenant ces solutions qu'on appelle les orbitales atomiques. Puisqu'il y a une infinité de solutions à l'équation de Schrödinger, il faut les classer en quelque sorte. Et pour les classer, dans leur expression mathématique, on fait apparaître 3 nombres quantiques, n, l et ml, qui permettent de décrire ces fonctions. Autrement dit, la résolution de l'équation de Schrödinger conduit à une infinité d'orbitales atomiques, et on va les noter psi avec en indice n, l et ml, pour pouvoir les différencier. C'est d'ailleurs de là que vient l'origine de ces nombres quantiques n, l et ml que vous avez appris en PCSI. Ce sont les nombres qui interviennent dans l'expression mathématique des orbitales atomiques. À noter que vous avez vu un 4e nombre quantique, le nombre quantique ms de spin, mais lui il a été introduit plus tard et il ne décrit pas l'orbitale atomique, mais il décrit l'électron directement. Du fait de la géométrie sphérique de l'atome, on utilise les coordonnées sphériques pour décrire ce système, donc r, θ et phi. Ce changement de variable va transformer les fonctions d'onde psi de x, y, z en fonctions d'onde psi de r, θ, phi. Et on peut écrire chaque fonction d'onde psi de r, θ, phi comme le produit de 2 fonctions. On peut dire que psi, décrit par les nombres quantiques n, l, ml, et dépendant de r, θ et phi, est égal à la fonction r fois la fonction y, avec pour particularité que la fonction r ne dépend que du rayon, petit r, et qu'elle est décrite par les nombres quantiques n et l, et que la fonction y ne dépend que des angles θ et phi, et qu'elle est décrite par les nombres quantiques l et ml. On peut donc dire qu'il y a 2 composantes dans l'expression d'une fonction d'onde, une composante r qui va dépendre que du rayon, autrement dit que de la distance entre l'électron et le noyau, et une composante y qui, elle, va dépendre des angles, c'est-à-dire de la position de l'électron autour du noyau, mais indépendamment de sa distance au noyau. On peut retenir le résultat sous la forme psi de n lml est égal à r nl fois y lml. Avec r nl qu'on appelle la partie radiale, et qui décrit la présence de l'électron en fonction de sa distance au noyau, et y lml qu'on appelle la partie angulaire, et qui décrit la présence de l'électron en fonction de sa position angulaire dans l'espace. C'est important de voir qu'on peut en quelque sorte séparer la fonction d'onde psi en 2 autres fonctions, r et y, puisque des fois, dans certains documents, on va vous représenter uniquement r, la partie radiale, ou uniquement y, la partie angulaire, et il faudra donc comprendre ce qui est représenté.